Des États-Unis, les États-Unis qui, après avoir dénoncé l'accord avec l'Iran, menacent de sanctions les entreprises qui continueraient de faire du commerce avec ce pays. L'Europe peut-elle résister à ce diktat américain? Nous nous poserons la question. Enfin, nous nous interrogerons sur l'arrivée en France pour le Ramadan de 300 imams étrangers en pleine volonté affichée de structurer l'islam de France. Est-ce une bonne idée? Doit-on continuer cette pratique qui dure certes depuis des décennies, mais qui prend aujourd'hui un relief particulier? Pour parler de tous ces sujets, merci d'être avec nous. Bonjour Lucille Schmitt. Bonjour. Vous êtes désormais, vous co-présidez la Fondation Verte Européenne après avoir fait de la politique au Parti Socialiste et à Europe Écologie Les Verts. Les internautes de Point de Vue vous connaissent bien puisque vous nous faites le plaisir de participer régulièrement à cette émission. Bonjour Yael Gauze. Bonjour. Vous êtes chef du service politique de France Inter et vous commencez vous aussi à être un habitué de Point de Vue. Bien. Oui, c'est la quatrième fois, je crois. Quatrième fois, vous tenez les comptes. Ouais. Bonjour Yvan Rioufol. Alors vous êtes un pilier de Point de Vue, éditorialiste, auteur du bloc-notes le vendredi dans le Figaro. Merci d'être là. Et bonjour Marc Landré. Bonjour. Pilier aussi, pilier rédacteur en chef du service économie France du Figaro et pilier tout-terrain indispensable à Point de Vue. Alors on va d'abord donc parler d'Israël. Avant de commenter la situation, je voudrais qu'on s'arrête quelques instants sur deux images. C'était hier après-midi, à moins de 80 km de distance. À Jérusalem, l'inauguration de l'ambassade américaine, avec discours, message de Donald Trump, applaudissements et plaque de l'ambassade dévoilée par Ivanka, la fille du président américain, impeccable sur ses talons hauts. À Gaza, pendant ce temps-là, un bain de sang et les compteurs des chaînes d'infos qui grimpaient au fil des heures, 10 morts, 25 jusqu'à 59. Ce sont des images, beaucoup de communication, mais aussi des instantanés de réalité. Alors, Lucille Schmitt, une question toute simple. Comment vous réagissez? Vous avez sans doute vu ces images comme nous hier après-midi. Le choc un peu des deux. Ce qui est frappant, je regardais, il y avait le correspondant du Monde disait que c'était comme deux mondes parallèles. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois cette image extrêmement festive de cette inauguration de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem et en même temps ces images terrible en fait, de cette masse humaine, des civils, des femmes qu'on voit là sur les écrans, des enfants aussi, beaucoup de mineurs et dont certains ont été tués. Donc comment est-ce que c'était possible d'imaginer en fait inaugurer cette ambassade à cette date-là, qui a été choisie, effectivement, qui est une date fortement symbolique. Et au fond, la conflictualité, on se retrouve presque comme en 1948. En fait, on a l'impression que quelque part, l'histoire bégaye et qu'aujourd'hui, la conflictualité entre Palestiniens et Israéliens n'a jamais été aussi forte, qu'il n'y a plus de médiation possible, parce que Trump, en choisissant de mettre son ambassade à Jérusalem, en fait, il empêche les États-Unis de rester une puissance de médiation, et on a le sentiment que c'est la guerre. Moi, je trouve qu'il y a un sentiment de guerre et d'injustice extrêmement forte. J'écoutais l'ambassadrice d'Israël en France qui disait « on a fait ça pour protéger les Israéliens », et on voit comment le traumatisme du terrorisme, quelque part, empêche de garder la tête froide, parce que comment est-ce qu'elle peut dire qu'on fait ça, on tue des civils pour protéger les Israéliens, c'est-à-dire que d'un côté il y a des personnes armées qui tuent des civils, et l'ambassadrice nous dit que c'était pour protéger la société israélienne. Donc comment est-ce qu'on peut utiliser ce genre d'argument lorsqu'on est ambassadeur d'un pays? Est-ce qu'on tombe dans le piège des images, dans une guerre de communication aussi? Bien sûr, ces images-là ont été destinées bien sûr à tuer l'image d'Israël, mais Israël maintenant a pris son parti de sa mauvaise image. Et en effet, de toute façon, Israël est en guerre avec, en tout cas, le Hamas, et il faut rappeler ce qu'est le Hamas. Avant toute chose, le Hamas est un mouvement terroriste islamiste qui a décidé que l'existence d'Israël n'était pas légale et qu'il entendait donc le rayer de la carte, et qui d'ailleurs subventionne ceux des martyrs qui vont au combat pour y mourir. Chaque martyr reçoit, la famille de chaque martyr reçoit 3 000 €, 500 € pour un blessé, 200 € pour un blessé un peu moins grave. Vous dites, donc, pousse il y a tout de même, de la part du Hamas, on le sait aujourd'hui, une mise en scène macabre, bien sûr, qui est faite pour provoquer une armée en guerre, une armée israélienne qui avait prévenu, bien avant naturellement les affrontements, qu'elle tirerait s'il y avait des assauts sur sa frontière. Donc on en est là de cette tragédie où en effet Israël a fait ce qu'elle avait dit qu'elle ferait, c'est-à-dire qu'elle a tiré bien sûr à balles réelles. Elle a tué même des enfants et des femmes, des mineurs et des femmes, et il faut se demander pourquoi ce mouvement islamiste autorise à mettre, mais même parfois en avant, des mineurs et des femmes dans ces mouvements de protestation qui prennent des dangers considérables puisqu'ils savent qu'ils vont mourir. Et donc il faut d'abord proposer ce préalable-là, et ayant dit ce préalable-là, je trouve qu'il est un peu
il est un peu irresponsable de désigner immédiatement le Hamas comme étant le responsable de cette situation. À tout le moins, la responsabilité est partagée. On peut naturellement discuter de savoir si Israël est bien légitime à user de telle sorte d'une force armée face à des gens qui sont désarmés, enfin ils ont des lance-pierres. Mais on reviendra sur Israël, mais j'aimerais qu'on termine le tour de table sur le commentaire des images et sur effectivement le choc entre le poids des images entre les États-Unis, l'ambassade, cette cérémonie bien léchée. Et on a la fille de Trump sur ces images-là. Et ce sont aussi les premiers morts de Donald Trump. On peut le dire comme ça, cette diplomatie erratique d'un président américain imprévisible qui souffle chaud, le froid, on ne sait jamais où il va aller, il déchire l'accord sur l'Iran, mais par contre en Corée du Nord, ça va beaucoup mieux après avoir menacé de les bombarder. Bref, il faut poursuivre le président Trump. Bon courage. Donc là, il l'avait dit dans sa campagne, transfert de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, effectivement. Mais alors, les États-Unis savaient parfaitement qu'il allait se produire ce genre d'image et ce genre d'affrontements violents et de morts. Et pour ce qui est du Hamas, derrière le Hamas, qui est désigné comme étant responsable de ce qui se passe là-bas, le haut-commissaire aux Nations Unies dit donc il y aurait un permis de tuer parce que c'est le Hamas. Il y a un permis de tuer, mais il y a d'abord une population complètement enclavée qui socialement souffre. Il n'y a pas d'avenir dans cette enclave de la bande de Gaza. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de projection. Il y a juste des strates de rancœur accumulées au fil des années parce qu'il y a des colons aussi qui prennent les villages. Donc comment voulez-vous que cette population n'ait pas envie de se révolter? Et là, on trouve le prétexte évident pour déclencher, évidemment, ce qui ressemblait sur ces images-là à une nouvelle intifada. Un commentaire, Marc Landré, sur ces images, et puis ensuite on reviendra sur le débat de fond, qui est lié d'ailleurs. Le poids des photos, le poids des images, la blonde d'un côté, qui inaugure l'ambassade. Je crois qu'ils souffrent. Je crois qu'ils n'ont pas mesuré. Enfin, ça dépend de qui on parle. Les Israéliens, moi j'y étais il y a 3 semaines, on en parlera après. Ils s'en foutent complètement. Gaza, ils ont rayé Gaza de la carte. À la limite, ils sont prêts éventuellement à discuter, à imaginer quelque chose avec la Cisjordanie, mais Gaza, c'est fini. C'est un no man's land, c'est un repère de terroristes. Ils l'ont rayé de la carte. Donc à la limite, s'ils le bombardent demain et qu'ils le détruisent physiquement, c'est pas grave. Ah si, je peux dire ça. Non, vous pouvez naturellement en rajouter dans la caricature. C'est vrai qu'il y a une caricature qui est faite de la part du Hamas et même d'Israël qui joue ce jeu-là, mais c'est le Hamas malgré tout qui joue à une survictimisation naturellement parce le Hamas a compris que cette stratégie-là était entendue par l'opinion occidentale, qui naturellement ne supporte pas ces images-là. Mais il faut tout de même prendre un peu de recul et voir quelle est cette mise en scène, déjà, auparavant. Et cette mise en scène, elle est faite en effet pour montrer que le méchant, ce n'est pas le mouvement islamiste qui est terroriste du Hamas, qui est en train de mettre sous sa botte toute cette population gazaoui, qui en fait est sommée de jouer ce jeu, malgré elle, ce jeu victimaire, mais que le bourreau serait Donald Trump et les Israéliens. Il faut faire attention à ne pas tomber dans ce piège-là. Yvan, je dis pas le contraire. Je ne cherche pas les responsabilités des uns et des autres. Je dis simplement qu'Israël a fait son choix définitif sur ce que c'est et ce que sera Gaza. C'est tout. Je ne dis pas qu'ils ont raison. Israël a fait le choix de ne pas défendre son image parce qu'elle sait très bien que dans ces histoires-là, elle perdra, car en effet, Israël ne veut pas donner ne serait-ce qu'un gage de faiblesse à ceux qui voudraient subvertir ses frontières, parce que c'était de ceci dont il s'agissait. Et ce que cela montre d'ailleurs, c'est que le Hamas non seulement refuse cette dimension de 2 États, mais en fait ne pense qu'à une chose, c'est de pouvoir en effet rayer de la carte Israël en y mettant les populations qui rendraient les populations juives minoritaires. Lucie Schmitt, une dernière réaction sur ce point, après je donnerai les réactions de Je voulais juste dire une chose, c'est que moi je ne crois pas du tout que ce soit le Hamas qui était les guidés, les Gazaouis. Je pense qu'il y a eu une sorte de... Il y avait quelque chose autour de cette date anniversaire, il y avait ce sentiment de la révolte par rapport à cette situation, d'être rayé aussi du débat mondial. Donc je pense qu'il y a eu un mouvement assez spontané qui existe, ça a été dit par Yael Goz, il faut voir la situation des Gazaouis, je veux dire, sur le plan de l'emploi, sur le plan de la misère, sur le plan du logement. Donc je pense, je termine ce que j'ai à dire. N'importe quelle population, je vous pense mettez sous cloche. qu'ils se sont mobilisés et qu'il y a eu quelque chose que le Hamas accompagne
campagne et qu'il essaye de récupérer, mais je ne crois pas du tout que ce soit le Hamas qui soit responsable de ce qui vient de se passer. Je pense que ce qui s'est passé, c'est la révolte d'une société en plus extrêmement jeune, avec beaucoup d'enfants, qui nous dit mais on n'a pas d'espoir de vivre correctement, et il y a une espèce de mur, il y a ce sentiment d'apartheid. Donc je crois qu'il y a quelque chose qui... Ces images, moi, elles me révoltent aussi, parce que quelque part... je ne sais pas si elles révoltent tout le monde de la même manière, parce que je pense que la question de la solution politique est de continuer à parler d'une solution à 2 États, alors que c'est impossible maintenant que les États-Unis, que Donald Trump a clairement choisi son camp, ce n'est plus possible. La question qu'il faut voir, c'est est-ce que quelqu'un peut prendre la place dans les relations internationales de ce médiateur américain qui n'existe plus. Votre démonstration serait vraie si on avait assisté aux mêmes scènes en Cisjordanie. Ça n'a pas été le cas. Il y a une distinction à faire effectivement entre la Cisjordanie et Gaza. Il y a eu quelques affrontements, mais beaucoup moins dangereux. Ce que je veux dire par là, donc, cela infirme ce que vous dites, c'est-à-dire que cette situation n'est due qu'à la situation de Gaza, et cette situation de Gaza n'est due qu'à ce mouvement terroriste totalitaire qui astreint la population à sa servitude. Sinon, vous auriez eu la même chose en Cisjordanie, et vous auriez eu la même chose dans toutes les autres rues arabes. Et je termine. Et alors, vous vous rendez compte que la rue arabe ne réagit pas. Yvan, c'est le jeu de l'émission, le jeu et la règle. On a plusieurs réactions déjà sur ce thème. Tisson Femme qui nous dit comment faire pour arrêter tous ces malheurs, qui s'interrogent. Une question sur le Figaro.fr. Est-il vrai que le Hamas était derrière la manifestation à Gaza ? Vous y répondez, mais pas de la même façon. Les Isalo qui nous disent que les États-Unis n'ont pas leur pareil pour semer le chaos partout. Et Zaya Anaïs Touaiti, oui, quel écœurement, toutes ces tueries, sabougifères, que faire ? Que peut faire l'Europe? Encore intervenir. Alors justement, Yael Gauze, je vous donne la parole, mais je voudrais juste qu'on aborde la question effectivement de que peut faire l'Europe, que peut faire la France aussi. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut s'interposer comme médiateur après les Américains? On va voir ça. On écoute Benoît Hamon. Benoît Hamon était ce matin sur RTL. Il critique la politique d'Emmanuel Macron. On l'écoute. Sur l'Iran, il a échoué. Sur l'accord de Paris, il a échoué. Sur Israël, aujourd'hui, nous sommes proches d'une spirale guerrière extrêmement dangereuse. Et je veux dire que la France et l'Europe doivent reprendre le chemin de l'action diplomatique. On ne peut pas se contenter de condamnations de pure forme. C'est intéressant ce que dit Benoît Hamon, parce que quelque part, c'est le revers de la médaille de ce déplacement d'Emmanuel Macron, qui a donné l'impression de faire un peu ami avec Trump quand il était là à Washington. Alors qu'évidemment, c'est beaucoup plus subtil. Il vaut mieux ne pas prendre frontalement un dirigeant qui vous dérange, Donald Trump, et essayer de composer avec lui et d'avoir une corde de rappel un jour. Sauf qu'on ne la voit pas, la corde de rappel. Et depuis qu'il est rentré de Washington, Emmanuel Macron s'est pris... l'accord sur le climat, c'est vieux déjà, mais c'était déjà un lourd revers. Mais là, on a l'Iran, le dossier Iran, et on a ce qui vient de se passer à Jérusalem. Donc moi, je m'interroge sur les conséquences aussi qu'auront les images qu'on a pu voir sur nos banlieues en France. Elles sont terribles, ces images. On avait vu au moment de l'intifada combien ça avait de résonance dans les banlieues françaises. Attention, raccourci. On sait à quel point l'antisionisme se transforme en antisémitisme dans certains de nos quartiers. Et on a un Emmanuel Macron dont l'image qui ressort de son voyage aux États-Unis, c'était qu'il était main dans la main avec Donald Trump. Attention aux conséquences de ces images et qu'il n'y ait pas un raccourci pour qu'on dise Emmanuel Macron atlantiste, ce qui serait un raccourci, mais attention. C'est d'ailleurs ce qui explique que le commentaire de l'Élysée, qui a été parfaitement audible par rapport aux autres commentaires, y compris de la Russie, qui ont essayé de tenir un équilibre. Vous avez vu l'Élysée condamner les exactions de l'armée israélienne. Donc, ne cherchant même pas à essayer de comprendre ce que pouvait être la position israélienne et de la condamnant directement. C'est rappel de la politique pro-arabe de la France. Je pense que cette situation-là, je pense que cette déclaration-là, si on la resitue dans le contexte qui était également d'avoir observé que Macron n'avait pas osé désigner un terroriste islamiste dans l'acte de terrorisme qui a été commis samedi par un jeune Français d'origine tchétchène, on se rend compte qu'il y a de la part, en tout cas du président de la République, une sorte de peur à vouloir désigner un ennemi. En tout cas, il ne l'a pas incarné. Là, je vous rejoins, Yvan. Il ne l'a pas incarné. Il n'y a pas eu de vidéo de Macron. Un ennemi qui vous attaque, l'ennemi islamiste en l'occurrence, vous avez déjà perdu. En tout cas, vous donnez des signes de faiblesse. Or, je pense qu'à vouloir, en effet, amoindrir ces comportements avec Trump en donnant quitus, dans le fond, à la rue arabe pour désigner Israël, je pense qu'il n'a pas fait preuve d'un grand courage. Mais vous l'avez entendu, la voix d'Emmanuel Macron? On ne l'a pas entendu. Il a eu tort de ne pas intervenir directement, à part les deux trucs de Quand Emmanuel Macron veut endosser quelque chose,
Il se filme lui-même et c'est posté par l'Élysée. Communiqué, écrit. Une erreur. C'est pour ça que je pense que le courage... Le silence relatif ce week-end d'Emmanuel Macron à Brégançon. C'est pour ça que je pense que le courage que l'on prête à Macron est largement surfait. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi une chose par rapport à Benoît Hamon, pour le coup, qui évidemment tape sur Emmanuel Macron, ce qui veut faire semblant de penser qu'aujourd'hui l'Europe, l'Union européenne est un interlocuteur de premier rang comme acteur international, c'est quand même extrêmement hypocrite. Et peut-être qu'Emmanuel Macron n'a pas été bon en étant trop sympa avec Donald Trump quand il était aux États-Unis, mais la vérité, c'est que l'Union européenne ferait bien aussi de se mettre d'accord sur une position vis-à-vis d'Israël qui soit une position pugnace. Donc la question, c'est pas seulement de dire pugnace, parce que moi je pense Vous voulez que l'Union européenne soutienne les islamistes ? Écoutez, je pense que le sujet n'est pas celui-là. Je pense que le sujet, c'est d'arrêter un gouvernement israélien qui est en train de laisser tuer des civils. Israël est une démocratie qui est assiégée par un mouvement islamiste et qui donne un exemple. Nous sommes en désaccord sur les solutions politiques à trouver. Et assumons-le. Sans doute. Mais moi, je trouve que Israël donne plutôt un exemple d'une résistance à un totalitarisme islamique. En tuant des civils, c'est un massacre. En effet, mais c'est parce que vous avez face à vous un mouvement qui va faire exploser naturellement des civils dont on sait aujourd'hui, dont on sait quand ils vont affronter les frontières, qu'ils vont subir les balles de l'armée israélienne. Non, mais je pense qu'il y a un sujet, c'est la question du terrorisme qui a traumatisé la société israélienne, disons-le. Après, je ne crois pas, comme vous, que le Hamas ait téléguidé cette manifestation. Je crois qu'elle a un caractère spontané et qu'elle s'est radicalisée. Vous rigolez. Non, je ne rigole pas, en fait. Vous rigolez, franchement. Un dernier point, Marc, puisque vous nous disiez que vous étiez en Israël il y a 3 semaines. Quels enseignements en avez-vous tiré ? Moi, j'ai été très surpris par l'absence de volonté des Israéliens que j'ai rencontrés. J'ai vu des gens du Mossad, de Tsahal, et de la Knesset, droite comme gauche. C'était l'absence de volonté de faire la paix. C'est-à-dire qu'ils se sont résignés à une situation de fait où le processus de paix, on ne parle même plus de processus de paix là-bas, c'est-à-dire que c'est fini, c'est mort. Il n'y a plus d'envie. Abbas, vis-à-vis de la Cisjordanie, l'autorité palestinienne n'a aucune autorité sur ses troupes. Donc même s'il parvenait à un accord avec Netanyahou ou quelqu'un d'autre, de toute façon, il ne serait pas suivi, donc impossibilité de l'appliquer. 2, comme je le disais, Israël a tiré un trait sur Gaza parce qu'il y a le Hamas qui considère effectivement que c'est une organisation terroriste de laquelle on ne peut rien attendre. Et à la limite, je veux dire, ils sont éventuellement prêts, certains sont éventuellement prêts à avoir des discussions pour un seul État. Mais si on sort Gaza, parce que là, du coup, le rapport démographique est nettement favorable aux Israéliens et on peut faire un voie et une voie. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les Palestiniens, notamment de Gaza, les Israéliens, ne se connaissent pas, ne se connaissent plus. Que voit le jeune Palestinien qui est à Gaza ? Il voit le militaire qui lui tire dessus. Que voit l'Israélien à travers le Palestinien de Gaza ? C'est celui qui est venu faire des attaques terroristes, de coups de couteau, au terrorisme. Donc, ils ne se connaissent pas, ils ne peuvent pas se parler. Et ça, c'est en Israël, dans la culture israélienne contemporaine, c'est acté comme définitif. Et donc, on a du mal à voir comment ça pourrait se Un dernier mot, Vous avez des retournements d'alliance qui se sont faits grâce à Trump avec l'Arabie Saoudite et avec Riyad, où l'on voit que Riyad, aujourd'hui, est prêt à appuyer une solution de paix. En tout cas, c'est des déclarations qu'a faites Riyad. Et donc, ce qui explique d'ailleurs que la rue arabe, en tout cas la rue soutiennent pas... la rue égyptienne ne soutiennent pas, en tout cas, ces mobilisations du Hamas. Et donc, le Hamas est relativement isolé. Enfin, il est soutenu naturellement par la Turquie, mais ça ne va pas beaucoup au-delà. Et moi, je ne suis pas aussi pessimiste que vous. Je pense qu'une solution de paix peut être trouvée, en effet, mais s'il y a un appui arabe, et l'Arabie Saoudite pourrait être cet appui-là, ou l'Égypte, ou je n'en sais rien d'autre. Mais une pression internationale qui n'existe plus. En tout cas, une pression internationale qui viendrait de pays arabes. Aujourd'hui, avec une position américaine qui soit lisible, parce que c'est illisible aujourd'hui. Là, on transfère l'ambassade, mais on parle déjà d'un plan de paix pour après. Donc, moi, je trouve que la position américaine est relativement lisible, contrairement à ce que j'entends un peu partout. Il jouer le rôle de médiateur, en tout cas. Mais enfin bon, ça c'est un autre sujet, c'est peut-être pas le sujet du moment, mais je pense que Trump dit ce qu'il fait, et en faisant ce qu'il fait, en tout cas, il ne me surprend pas, moi. Moi, ce qui m'a vraiment surpris quand on était, c'est, à la limite, les Israéliens ne parlent plus de Gaza, ou tellement ils l'ont écarté. Aujourd'hui, leur problème, c'est pas le Hamas, ou c'est plus le Hamas, c'est le Hezbollah, c'est l'Iran, c'est la Syrie, et ils ne parlent que de l'Iran. Et on l'a vu avec Trump qui déchire l'accord nucléaire iranien, que c'est vraiment leur préoccupation première, comme la semaine dernière, Netanyahou qui fait sa démonstration à quel point l'Iran n'a pas respecté l'accord. Vous avez raison, mais derrière le Hamas, vous avez l'Iran, c'est la même chose. Oui, bien sûr.
Une dernière réaction, celle de Emilia Varela, qui s'interroge aussi. Apparemment, tout le monde a sa version. Je pense que tout le monde, c'est vous et puis l'ensemble des internautes. Alors pourquoi en arrive-t-on là? Combien d'argent pour avoir la paix? C'est vrai que la question financière n'est pas négligeable non plus. On va parler d'Air France maintenant. Air France avec la démission du PDG, une gouvernance par intérim, 15 jours de grève qui entraînent 400 millions de pertes. Air France n'en finit pas de dégringoler au point de jouer sa survie, comme l'écrit ce matin notre éditorialiste Gaëtan de Capelle. Il y avait un autre article très intéressant dans le Figaro sur la situation de la compagnie. C'était celui de Xavier Fontanet, ancien PDG d'Essilor, qui faisait la comparaison avec les compagnies low cost. Je dois dire que moi-même, j'ai appris que Ryanair pèse 6 fois Air France. Autrement dit, Ryanair a créé en 20 ans 6 fois plus de valeur qu'Air France en 80 ans et pourrait avaler Air France comme un noyau de cerise. Le problème, c'est qu'ils n'en ont pas du tout envie, Ryanair ou EasyJet, de manger Air France, si j'ai bien compris. Et on les comprend. Marc Landré, à qui la faute pour cette situation relativement catastrophique? Au SNPL, à l'État, aux deux PDG d'Air France successifs? Les PDG, ils font ce qu'ils peuvent avec une situation qui est totalement explosive et incontrôlable, dans une boîte qui est totalement irréformable, parce que l'État ne prend pas sa part de responsabilité et que le SNPL décide de rechef, il n'a beau peser que moins de 10% des effectifs, il fait la pluie et le beau temps dans cette compagnie, alors que, je dis bien, alors que, ils ne sont absolument pas à plaindre. Regardez les salaires des pilotes. Les salaires des pilotes, d'Air France et des copilotes sont les plus élevés des compagnies nationales. Et si on compare à British Airways. On avait fait des comparaisons, ouais. Voilà. Et surtout, quand on voit la critique, ils refusent et ils font refuser ensuite le projet d'accord qui était proposé par la direction d'augmentation de 7% des salaires sur 4 ans, au motif qu'ils ont eu un gel et qui réclament beaucoup plus. Quand on regarde dans les faits, le gel est faux. Il n'y a pas eu de gel de leur rémunération sur les 5, 6, 7 dernières années. Au contraire, et par exemple, il faut savoir qu'un copilote a eu sa rémunération qui a augmenté de 17%. C'est pas nul, c'est pas un gel, c'est pas zéro. De 17% entre 2011 et 2016 uniquement sous le fait de ce qu'on appelle le glissement vieillesse technique, c'est-à-dire le GVT, qui est l'avancement à ancienneté. Donc ça veut dire que Air France étant régie par d'anciens règlements de promotion, d'avancement, de carrière, du temps où la compagnie était une compagnie publique, surtout publique, et ben aujourd'hui, n'importe quel personnel d'Air France voit sa rémunération augmenter naturellement année après année. On va vous écouter les uns et les autres sur cette question. Je voudrais juste qu'on écoute avant Elisabeth Borne, ministre des Transports, qui dit clairement, c'était ce matin sur France Inter, que l'État n'a vraiment pas forcément l'intention de s'engager davantage. On l'écoute. Je pense qu'il y a eu trop de confusion par le passé, où l'État se prend pour le conseil d'administration ou pour les dirigeants des entreprises. Donc je pense que c'est important qu'on laisse le conseil d'administration annoncer ses choix. L'État, c'est 14,3% dans Air France. Très intéressant cette phrase, parce qu'elle dit tout en ce moment de l'attitude du gouvernement vis-à-vis de cette entreprise qui connaît elle aussi ses grèves et ses problèmes à répétition. Là, il y a la SNCF d'un côté, qui est déjà un sacré morceau à réformer. Entreprise 100% à capitaux publics, c'est la promesse, pas de privatisation. Et qu'est-ce qu'on dit à Matignon ou chez Elisabeth Borne? Air France, on est sous les 15%, donc on ne va pas mettre notre nez là-dedans. Pourquoi? Parce que si déjà on éponge la dette, 30 à 35 milliards d'euros, ce sont les prévisions de ce que devrait annoncer Édouard Philippe fin mai au Sénat, lorsque la réforme SNCF arrivera au Sénat. Si on prend déjà 30 à 35 milliards pour la SNCF, on n'a pas envie de donner l'impression aux Français qu'on leur fait éponger les dettes de tous les fleurons français des transports, y compris Air France. Donc on ne va pas effrayer le contribuable, la SNCF c'est déjà un gros morceau. Donc que Air France se débrouille. Après, qu'est-ce que ça dit de nos entreprises et de nos fleurons aujourd'hui? C'est qu'ils sont mortels. Jean-Marc Janaillac le disait lui-même dans son discours d'adieu après avoir essuyé son revers lors du référendum interne. L'entreprise Air France peut être mortelle. Alitalia est une entreprise qui est morte en Italie. Swissair aussi. Donc effectivement, avec un élément un tout petit peu inquiétant quand même, c'est que le pari de Janaillac, c'était que les syndicats avaient des postures minoritaires et donc ils pensait s'appuyer sur le corps social des salariés, combien, je ne sais plus, plusieurs dizaines de milliers de personnes, 50 000. Et puis finalement non, les salariés, ils ont suivi les syndicats. Et ça, c'est lourd de conséquences sur comment gouverner après ce type d'entreprise et qui en aura envie aussi. Yvan, vous avez la parole dans un instant, avant quelques réactions toujours, celle de Faux pas charrier.
Le surnom de notre internaute. Les pilotes sont en train de tuer leur compagnie et il ne faut pas charrier toujours qui a l'air de se passionner pour la situation d'Air France. Air France peut disparaître si on n'arrête pas cette grève. Et le dératiseur, notre surnom, Air France peut disparaître grâce aux grèves à répétition qui prennent en otage les clients. Yvan, c'est vrai, fleuron de la France quand même, Air France, c'est une part quasiment de notre patrimoine national, peut disparaître. Si on avait à poursuivre l'analogie, s'il y a un suicide français, il pourrait y avoir un suicide d'Air France. Alors, parce qu'on ne comprend pas quelle est cette culture de l'irresponsabilité qui s'est installée au cœur de ces entreprises, au point même aujourd'hui tout le monde a compris qu'on avait plus intérêt à prendre une compagnie concurrente que de voler avec Air France. Donc j'ai du mal, franchement, à comprendre à quoi jouent en effet ceux qui mènent cette grève qui me paraît abracadabrante. À ceci près que j'ai toujours le sentiment que quand on voit l'État, même à 15% ou dans une position minoritaire, décider malgré tout de la gestion, en tout cas de la nomination de ceux qui doivent conduire ces grandes entreprises, on est presque sûr à 100% que ces nominations... Oui, c'est une gouvernance par intérim. En y nommant des énarques ou je ne sais quoi, ou des grands techniciens ou des grandes intelligences, on est presque sûr... Ou des anciens ministres. On est presque sûr... Des jupettes, oui, enfin bon, voilà, on pourrait faire la liste. On est presque sûr à ce moment-là qu'on ne va pas répondre à la question. Et donc, moi, je ne suis pas du tout spécialiste, je connais très mal ce dossier-là, mais enfin, je le vois comme usager, et je me dis que ce dossier si mal tenu ne peut être mal tenu que par des technocrates, ou en tout cas par des gens qui n'ont pas une vue commerciale, qui n'ont pas une vue pragmatique de ce que peut être un transport aérien. Et donc, il y a deux solutions. Ou, en effet, l'État quitte carrément cette entreprise, ce qui serait naturellement, qui aurait ma préférence, ou alors on assistera à un enterrement de première classe. Lucille Schmitt, d'ailleurs, le low cost et son développement qui cause beaucoup de tort à Air France, c'est pas très écolo tout ça. Non, le transport aérien, de toute façon, est exclu des discussions des COP. Vous savez, les discussions climatiques excluent le transport aérien. C'est d'ailleurs un des grands scandales parce que, par ailleurs, le transport aérien ne cesse de se développer puisque, dans le cadre de la mondialisation, c'est vrai que nous voyageons de plus en plus et en avion. Bon, moi, ce que je voulais dire, et de manière peut-être un peu minoritaire sur ce plateau, c'est qu'il me semble que Jean-Marc Janaillac n'a pas fait un référendum au départ pour le perdre. Et qu'en le perdant, il a été surpris lui-même, au fond, de réaliser l'ampleur du malaise social qui existait au sein d'Air France. Et c'est un malaise social qui dépassait évidemment la période Janaillac. Elle était liée, à mon avis, à au moins une décennie en fait, de malaise entre le personnel et peut-être les technocrates qui dirigent Air France. Vous n'avez pas tort d'utiliser ce mot, quoiqu'en même temps, il est un peu global. Donc on ne peut pas à la fois critiquer les pilotes et les technocrates, parce que les pilotes ne sont pas des technocrates. La question, c'est qu'au fond, personne ne semble responsable, ne semble se sentir responsable de l'avenir d'Air France, et que les dirigeants, effectivement, parce qu'ils ont la possibilité d'aller ailleurs, quelque part ne sont pas suffisamment fidèles à cette entreprise. Je pense qu'il y a un vrai sujet sur la gouvernance, et quand Elisabeth Borne nous dit d'une manière très hypocrite que l'État ne va pas s'en mêler, je trouve que c'est vraiment se laver les mains du problème parce qu'il est difficile. C'est pas seulement dire, écoutez, on ne s'en mêle pas parce qu'il y a un conseil d'administration. L'État s'est toujours mêlé de la question d'Air France parce que, comme vous venez de le dire, d'abord, ça s'appelle Air France et quelque part, si Air France disparaît, on aura l'impression que la France a perdu quelque chose. Moi, j'aurais cette impression, même si je ne prends plus Air France, effectivement. Et je souhaite que, pour cette raison même, on conserve notre compagnie aérienne. Et donc, je trouve qu'il y a un côté assez faux cul, pour être franche, à dire ça. Et surtout que remplacer Jean-Marc Janaillac, ça va être quand même très compliqué. Oui. Et que, du coup, la question de chercher qui ça peut être, c'est bien d'associer les intelligences, qu'elles soient au sein de l'État ou qu'elles soient dans l'entreprise. Il ne faut plus faire de catégories dans ces cas-là quand il y a quelque chose à sauver. Donc moi, je trouve que cette position, elle est critiquable. Je pense aussi que lorsque les personnels ont voté contre le référendum, ça traduit quelque chose qui n'est pas seulement de l'irresponsabilité, c'est une sorte d'appel au secours. Moi, c'est comme ça que je le ressens, qui peut être suicidaire, mais qui est un appel au secours. Et il ne faut pas simplement dire, au fond, ils s'en foutent, ils veulent juste être augmentés. Je crois qu'ils n'ont pas envie de se retrouver sur les carreaux, le personnel. Il y a quelque chose là-dessus de. Mais c'est aussi parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas se retrouver sur le carreau. Ils ont une telle confiance de foi dans aussi la capacité de l'État de venir en aide à son fleuron national, sa compagnie nationale aérienne, qui se disent de toute façon, on peut pousser le bouchon très très loin, de toute façon, on ne nous laissera pas mourir. Ce dont je ne suis pas convaincu. Et la question qui se pose, c'est s'il n'y avait pas la SNCF à gérer en même temps, est-ce que l'attitude de l'État serait la même ? Certainement pas. Certainement pas. La question de la dette, les autres privatisations que sont les reports de Paris, la Française des Jeux et autres. Qui sont reportés. Vous avez vu comment le gouvernement les met 6 juin, la loi PAC, c'est le 6 juin pour déconnecter les sujets. Alors, un autre sujet toujours un peu économique pour Marc Landré, et vous autres, vous ne serez pas exemptés, c'est celui des sanctions. Alors, les sanctions, justement, que les États-Unis menacent d'infliger aux États
qui continuerait de commercer avec l'Iran. Donc après avoir déchiré le traité sur le nucléaire, les États-Unis menacent de sanctions. L'Union européenne pourrait-elle s'opposer à ce diktat américain? En a-t-elle la volonté? En a-t-elle les moyens? Ce n'est pas évident. Je vous propose d'abord d'écouter peut-être Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, il était à Bercy cet après-midi. Il a fait un point de la situation justement avec les grandes entreprises françaises. On l'écoute et puis on en parle. Nous sommes avec Jean-Yves Le Drian, sous l'autorité du président de la République, totalement déterminés à faire respecter nos intérêts économiques et également à faire respecter un principe qui est le refus des sanctions extraterritoriales. Et je souhaite avoir avec mon homologue allemand et mon homologue britannique des démarches conjointes auprès des autorités américaines pour demander des exemptions, des délais supplémentaires ou le respect des contrats qui ont été conclus de bonne foi par nos entreprises en Iran. Alors, il y a quelque chose qui me frappe en écoutant Bruno Le Maire, c'est qu'à la fois, au début, c'est assez ferme, le refus des sanctions extraterritoriales, puis après, il commence déjà un petit peu à dire oui, alors on pourrait demander des exemptions, des délais supplémentaires, tout ça en 2 phrases. Marc. Vous croyez que Donald Trump il va être effrayé ou inquiété par Bruno Le Maire à Bercy avec Le Drian à côté? J'en doute. J'en doute. Ça ne fait pas peur. Non, ça ne fait pas peur, surtout que Trump, il fait ce qu'il veut. Est-ce qu'il est trop hégémonique? Oui, probablement, mais il a les moyens de son ambition. Je veux dire, il pèse le plus dans le monde, économiquement, militairement. Il est capable d'imposer, de déchirer des traités. Le seul qui est capable de déchirer des traités internationaux, ça fait partie d'une stratégie très claire et à la limite, je veux dire, très affirmée par le président américain, qui veut un tête-à-tête avec la Chine. Il considère que l'Europe n'existe plus, donc c'est persona non grata, il s'en fout. Et donc, du coup, son tête-à-tête avec la Chine se passe d'Europe à un moment où, justement, l'Europe est engluée dans ses contradictions, en contradictions et problèmes politiques en Italie et en Allemagne, que l'axe franco-allemand a du mal à subsister, notamment dans sa vision de vouloir refonder la zone euro. Il faut savoir quand même, il faut se rappeler qu'au moment où Trump fait son espèce d'OPA de guerre commerciale, la France et l'Allemagne essayent de se mettre d'accord sur une refonte de la zone euro et doivent proposer des axes de réforme sur l'union bancaire, sur la convergence des politiques fiscales pour le 26 juin. Et si on passe cette date, c'est mort. Il n'y aura pas de réforme de la zone euro. Et donc, Donald Trump choisit parfaitement son moment pour mettre la pression sur l'Europe, qui n'est absolument pas en capacité de pouvoir réagir et de dire quoi que ce soit. Est-ce qu'il n'y a pas une dimension... Yael Gozoué, allez-y, et puis après, je parle sous le contrôle de Marc, qui connaît mieux ces questions-là que moi, mais lors du dernier forum de Davos, je crois que le patron de Total est allé voir Trump lui-même pour lui demander la permission de travailler avec l'Iran. C'est-à-dire que les grandes entreprises privées qui ont leur siège social en France ou en Europe, considèrent que l'interlocuteur n'est pas l'Europe, n'est pas le niveau européen, c'est d'avoir l'accord directement du grand Manitou américain. Donc, si vous voulez, vous avez une souveraineté de l'entreprise privée, coordonnée ou pas avec les États-Unis, mais ça passe par-dessus la tête des Européens. Et des règles commerciales. Et des règles commerciales. Et les grandes entreprises n'ont pas forcément envie de se priver du marché américain pour continuer à commercer avec l'Iran. Et puis il y a autre chose, c'est-à-dire qu'on réalise, parce que les États-Unis sortent de l'accord avec l'Iran, qu'effectivement il y a un pouvoir de sanction, mais les sanctions de façon américaine continuaient déjà à exister sur la question des droits de l'homme. C'est-à-dire que d'ores et déjà, et ça a été rappelé, je crois, il y a une quinzaine de jours, quand on a commencé à parler de ça, les investissements attendus par l'Iran de l'accord avec l'Union européenne et les États-Unis n'étaient pas du tout au niveau, parce que les banques européennes n'osaient pas financer des projets en Iran de crainte de sanctions extraterritoriales liées à la question des droits de l'homme. C'est-à-dire que même quand les États-Unis, quand Trump était dans l'accord avec l'Iran, de toute façon, il y avait une possibilité de sanctions qui planait au-dessus de la tête des entreprises. C'est pour ça que Total va demander à Davos l'accord, parce que de toute façon, pour avoir un financement, il fallait avoir l'accord américain. Oui. Donc de toute façon, on s'aperçoit de la situation, mais elle existait déjà. Et elle va empirer, mais elle existait déjà. Moi, c'est ça qui me frappe, c'est-à-dire que comment croire que Bruno Le Maire va faire quelque chose quand de toute façon, on était déjà dans cette situation. Et on le rappelle, BNP Paribas condamné à 9 milliards de dollars d'amende il y a 4 ans. Je veux bien que la régie vienne un instant, parce que sinon je ne pourrais plus prendre les questions des internautes. Ma tablette a lâché en pleine émission, donc si on peut éventuellement... Mais ça, c'est un coup de Donald Trump encore. Yvan. Oui. Je pense que ce qui est intéressant, parce que ce qui me saute aux yeux, c'est que Trump, dans le fond, est devenu le révélateur de ce qu'est l'Europe. Elle est devenue le révélateur de ce qu'est l'Europe. D'abord,
dans la naïveté que l'Europe a eue à avaliser l'accord passé par Obama avec l'Iran, parce que même les autorités françaises reconnaissent malgré tout, aujourd'hui, même s'ils déplorent l'attitude de Trump, reconnaissent que cet accord n'était pas fini, enfin, qui n'était pas abouti. Peut-être des... Et donc, on aurait quand même pu s'en apercevoir avant, et c'est Trump, malgré tout, qui met le doigt sur ceci. Et puis surtout, en effet, Trump met l'accent sur la grande faiblesse de l'Europe qui n'arrive pas à contrer les règles de l'extraterritorialité qui accordent en effet la priorité à la justice américaine dans des contrats qui sont signés en dollars. Or, tous les contrats sont signés en dollars selon des conventions qui remontent à Mathusalem. Et donc, ce qui est désolant, c'est de voir en effet que les agitations des Européens ne serviront à rien, sinon qu'à peut-être prendre un peu plus de distance avec les États-Unis. Mais est-ce bien aujourd'hui l'intérêt de l'Europe que de se couper avec cet allié-là, sachant qu'il y a un autre allié qui regarde l'Europe avec intérêt, ce sont les Russes? Est-ce qu'il faut mieux aller avec les Russes ou avec les États-Unis? Je crains malgré tout que l'Europe n'aille à Canossa assez vite. Alors, puisque Benjamin Bazin est intervenu promptement pour réparer la tablette, je vous donne quelques questions des internautes. Celle de Benjamin Ben Saïd. Faire commerce avec un État qui veut rayer un autre pays par l'arme nucléaire, c'est comme si on faisait du commerce avec la Corée du Nord. Donc l'Iran qui l'a en ligne de mire. Whitestone, l'Union européenne n'a aucun pouvoir et n'a aucun impact économique. Les sociétés françaises ou de l'Union européenne qui ne respectent pas se prêtent de belles sanctions des États-Unis, on l'a rappelé avec BNP Paribas. Et Claude Richard qui dit on a des modérés à la tête de l'Iran, il faut continuer à les aider. Alors, oui. On termine sur ce point parce que je voudrais qu'on ait un peu de temps pour le dernier sujet. Très rapidement, il faut aussi que les Européens puissent raisonner à moyen terme. Donald Trump ne sera peut-être pas éternel. Et quand on regarde sa cote de popularité aux États-Unis, qui n'a jamais réellement décollé depuis son élection étriquée à la présidence à la Maison-Blanche, on est à mid-term. Il y a aussi peut-être une autre administration qui va se mettre en place. Est-ce que les républicains seront les mêmes s'ils gagnent? Est-ce que ce sont les démocrates qui auront la victoire en 2020? Toutes ces questions-là vont se poser. Donc ce que l'on vit actuellement, cette parenthèse isolationniste, elle est peut-être qu'une parenthèse justement, et les Européens peuvent peut-être réfléchir et essayer de construire, et voir le coup d'après, avec une opinion américaine qui est globalement rétive à Donald Trump, sauf chez les Américains blancs non diplômés, et avec un Congrès qui ne pense pas forcément comme Trump tous les jours. Et en plus, il ne faut pas oublier que non seulement Trump impose sa vision du monde à l'ensemble du reste des pays et aux entreprises du monde entier sur les questions par rapport à l'Iran, mais aussi il a fixé un ultimatum à l'Europe par rapport à la guerre commerciale qu'il lui livre et qu'il veut se livrer. C'est-à-dire qu'en même temps que l'Europe doit se défendre doit défendre ses entreprises qui pourraient avoir des visées commerciales en Iran, elles doivent se protéger elles-mêmes par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Et notamment, un truc tout bête, je veux dire, pourquoi Trump fait ça? Parce qu'il veut se faire les BM, les Mercedes et autres voitures allemandes qui sont sur le sol américain, au motif que les droits de douane, et c'est vrai, les droits de douane d'importation de voitures américaines en Europe sont plus élevés que les droits de douane des voitures européennes aux États-Unis. Donc, quelque part, et ça c'est quelqu'un de très haut placé au gouvernement qui le dit, il n'est pas totalement illégitime de la part de Donald Trump de demander à réviser ceci alors qu'il bénéficie de conditions commerciales qui sont moins avantageuses que celles que lui nous fait bénéficier quand on va chez lui. Donc, d'un autre côté, il est aussi en position de force avec ceci, parce que ça n'avait jamais été critiqué. Je ne connaissais pas votre talent d'avocat de Donald Trump, Marc Landré. Non, le protectionnisme européen. Alors que c'est une demande des peuples européens. N'existe pas. Alors que Donald Trump, lui, le fait, ce protectionnisme américain, et à la demande de son peuple. C'est pour ça que je pense qu'il est moins faible que vous le dites, dans la mesure où il accompagne un mouvement historique qui se voit en Europe et ailleurs dans le protectionnisme et dans le renouveau des nations. Non, moi, juste une chose, il n'est pas isolationniste, il est interventionniste et isolationniste à la fois. C'est ça qui rend les choses compliquées. C'est juste une question de catégorie. Il n'est pas isolationniste. Il est à la fois interventionniste et isolationniste. Il joue sur les deux. Et il est stratège économique, ce que n'ont jamais été ses prédécesseurs. Alors on va revenir en France, si vous le voulez bien. Pour un abruti. Personne ne dit qu'il est un abruti. Ah, mais si, ça a été beaucoup dit au début. Pas par moi, mais. On revient en France. On revient en France avec le Ramadan. Le Ramadan avec ses imams étrangers, quelques 300 imams, dont une centaine d'Algériens, mais aussi des Marocains et des Turcs, qui arrivent ces jours-ci avec pour mission d'animer les prières et parfois des prêches. Pendant ce mois, on vous a posé la question via le Figaro.fr. Vous êtes 95% à désapprouver cette venue. Alors, une question, Yvan Rioufol. Ça se pratique, je ne le savais pas d'ailleurs, mais ça se pratique en fait depuis des décennies, cette venue au moment du Ramadan d'imams étrangers. C'est sous le contrôle du Quai d'Orsay. Pourquoi tant de polémique aujourd'hui ?
Peut-être parce que jusqu'alors on feignait de ne rien voir et qu'aujourd'hui la question de l'islam devient de plus en plus urgente, prégnante dans les débats publics, et l'on s'aperçoit en effet qu'il y a quand même, avec cette illustration-là, une situation tout à fait anormale de voir que ce sont des pays étrangers qui peuvent influer sur une doctrine qui est une doctrine qui peut poser problème au cœur même de la société française, parce que c'est ceci dont on parle aussi, de savoir si l'islam tel qu'il est pratiqué comme religion ne pose pas de problème, mais l'islam tel qu'il est envisagé comme politique et comme doctrine pose des problèmes évidents. C'est une hypothèse. On parle d'imams qui vont venir du Coran parce qu'il n'y a pas assez justement de clergé musulman en France. On sait bien à travers avec des accords bilatéraux, des visas qui sont octroyés par la France entre l'Algérie et la France et entre le Maroc et la France. C'est pas non plus des gens qui viennent par le col de l'échelle. Les méthodes de prosélytisme se font à travers les mosquées. Alors on peut ne rien vouloir voir, mais on peut aussi s'en inquiéter. Et moi je pense qu'il est assez sain de voir qu'en effet aujourd'hui maintenant l'opinion se réveille, et pas que l'opinion. C'est Jeannette Bougrabe, l'ancienne secrétaire d'État qui a soulevé le lièvre, Emmanuel Valls. Et beaucoup d'autres qui sont sur leur créneau à fond en ce moment, évidemment. Pourquoi est-ce que ce serait un créneau déshonorant? Mais parce que pourquoi ce serait un problème cette année? Ces 300 imams. Non, c'était un problème dans les années précédentes également. Non, mais on est bien d'accord là-dessus. Ça date de Charles Pasqua. Pour dater, c'est Charles Pasqua à l'intérieur. Ce qui est intéressant, c'est un vieux problème. En fait, on a besoin toujours au moment du Ramadan, effectivement, qu'il y ait davantage d'imams, parce qu'il y a davantage de prières, parce qu'il y a davantage de cérémonial. C'est lié à la période du Ramadan. Et effectivement, comme vient le dire Yael Gauze, ils vont psalmodier et donc ils n'ont pas un rôle de prêche. Quelques-uns font. Quelques-uns font des prêches. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je trouve aussi que lorsque les politiques comme Jeannette Bougrabe ou Manuel Valls, qui a été ministre de l'Intérieur et Premier ministre, s'effarouchent cette année d'une pratique qu'ils connaissaient parfetement. Manuel Valls l'a forcément validé. Il ne s'agit pas d'ailleurs du Quai d'Orsay, il s'agit du ministère de l'Intérieur sur ce genre de considération. Et c'est lui, c'est le Quai d'Orsay qui fait les visas. Mais ensuite, le ministère de l'Intérieur, c'est lui qui est en charge de cette validation. Et donc, la vérité, c'est que Manuel Valls, là, il joue encore une fois sur l'hypocrisie, les tweets, etc. On s'effarouche en communication, alors que quand on est aux affaires, on connaît la pratique. Donc ça, c'est un premier point. La deuxième chose que je voulais dire... Vous allez le comprendre si vous me laissez le dérouler, mon cher Yvan. Bien sûr, mais vous acceptez juste une petite... non, c'était une petite pique, oui, je l'accepte tout à fait. Ce que je veux dire par là, c'est que ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'on parle du fait qu'il faut former des imams en France et que aucun ministre de l'Intérieur ne l'a organisé et que donc on se trouve dans cette situation où c'est sous la pression de l'urgence, la crainte du terrorisme et la peur de l'islam que ce genre de débat, quand il y a 95% de personnes du Figaro qui disent qu'ils ont peur de ces imams, ça traduit un état de l'opinion publique. Et donc c'est tout à fait dommage. Et donc là, il y a une responsabilité d'organiser les choses en profondeur. Ceci dit, former des imams, ça ne se fait pas en un tour de main, en 30 minutes. Et là, on sera tous d'accord, je pense, sur le fait qu'il est temps qu'Emmanuel Macron nous dise quelque chose. Il y a une responsabilité. Alors, Yael Gauze, justement. Mais je ne comprends pas la pression que vous mettez à vouloir édulcorer ce problème. C'est ça que je ne comprenais pas. Je ne l'édulcore pas. Je dis simplement... alors, on devrait s'accorder pour dire que c'est tout à fait anormal qu'il y ait ces imams étrangers qui viennent. Absolument pas. Je trouve ça anormal qu'il n'y ait pas plus d'imams français qui puissent assurer l'enjeu au moment du Ramadan. En français, formés en France, couper des liens financiers avec leur pays d'origine. D'accord, mais ne minimisez pas le rôle d'un imam, ne minimisez pas le rôle de la mosquée, du prêche, c'est pas simplement des Emmanuel Macron tarde trop à intervenir parce que de semaine en semaine, on attend... c'est que vous voyez l'émission qu'on fait, Emmanuel Macron, si vous nous entendez, répondez et faites un discours sur la fondation de l'islam, sur le nouvel islam français. Le problème, c'est que vous avez compris qu'Emmanuel Macron ne fonctionne jamais sous la pression. Brégançon, il est resté à Brégançon malgré l'attaque au couteau. Dès qu'on cherche, même un remaniement, à dire il va remanier, lui joue avec les pendules, les horloges, donc plus nous dirons ça, moins nous aurons la date où il fera son discours. N'empêche que... Est-ce que c'est juste ça ou c'est plus de fond? Non, mais parce que c'est extrêmement compliqué. Il doit blinder juridiquement son dispositif, il n'a pas encore consulté tout le monde, mais on nous promet un discours avant l'été et une structuration de l'islam, des pistes dévoiler les propositions sur avant le financement, sur l'organisation. Il est temps de parler. J'ai vécu assez longuement en Algérie, je connais cette question relativement bien à titre personnel, et déjà au début des années 90, au moment où justement le fils faisait éruption dans les élections, on parlait de cette formation d'imam en France. Et la vérité, c'est qu'on ne sait pas très bien de quoi on parle. Donc il ne suffira pas d'un discours d'Emmanuel Macron. Et donc toute la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour professionnaliser justement cette formation, alors que c'est un clergé qui n'est pas organisé. Donc comment est-ce qu'on va faire les choses? Moi, je
pense que la proposition de Dupont-Aignan de demander à ces imams-là de s'engager sur une charte de la laïcité pour s'engager ça, c'est Nicolas Dupont-Aignan qui dit la charte ou le charter, c'est ça aujourd'hui appliquer, c'est son expression du jour. Pourquoi pas la charte ou le charter dans le fond? Non, pourquoi pas? C'est une bonne solution que d'avoir à faire ce qu'avait fait Napoléon avec la communauté juive, c'est-à-dire avec le grand Sanhédrin, de demander aux Juifs de s'engager sur 10 questions qui étaient 10 questions qui donnaient à voir sur leur capacité, leur volonté de s'intégrer dans la société française ou non. Et pourquoi ne pourrait-on pas demander ceci maintenant à la communauté musulmane? Je ne vois pas où serait l'obstacle. Je ne vois pas, alors, Yvan, comment est-ce qu'une charte suffirait? Pour moi, vous pouvez signer une charte et ne pas la respecter. C'est déjà mieux que rien. Oui, bien sûr. D'accord, mais c'est un engagement moral. J'ai posé une question. Je ne connais pas bien le sujet, je connais pas une question en tant que journaliste. Qui gère cette arrivée de 300 imams? Ce sont donc c'est l'État. C'est l'État français. Accordement de visa pour 29 jours. Oui, donc on peut a priori se dire, je suis nul sur la question, mais qu'il est en capacité, il est légitime de vérifier qui fait venir sur le sol français. Et on présuppose qu'il le fait. Question un peu... les parallèles en ce moment entre les différentes religions ne sont pas toujours bienvenus, mais après tout, il y a des prêtres polonais en France, des pasteurs qui viennent d'Afrique noire ou des États-Unis. Des évangélistes. Quel contrôle? Est-ce qu'on peut faire un parallèle? Non, mais vous ne pouvez pas faire de parallèle. Vous voyez bien, ce qui se passe aujourd'hui avec ce réveil de l'islamisme ne peut pas être sur comparé. Le contrôle, on parlait du contrôle. Ne peut pas être comparé avec ce qu'on peut entendre maintenant dans les discours relativistes avec l'intégrisme chrétien, par exemple. C'est une folie que de soutenir ça. Donc il est normal qu'il y ait une exigence supplémentaire qui soit posée aujourd'hui sur la formation des imams et sur les idées qu'ils entendent défendre, voire les sous-entendus qu'ils entendent défendre, d'autant que l'on a vu certains imams en France, et singulièrement à Brest et ailleurs, qui tenaient des discours tout à fait inacceptables et qui, pour autant, n'ont pas été sanctionnés. Moi, je voulais juste dire une chose très, très simple, c'est qu'on a toujours un sentiment d'étrangeté en fait par rapport à l'islam. On peut en avoir peur, mais on ne sait pas vraiment au fond ce qu'ils vont dire. Il y a une question de langue, etc. Et en ce sens, cette question de la formation d'imams en France, d'imams français, disons même les choses, est quelque chose d'essentiel pour que l'islam cesse d'apparaître comme une religion d'étrangeté dans un pays où elle est pratiquée par 6 millions de personnes. Donc il y a quelque chose autour de ça qui changerait aussi notre vision, parce qu'au fond vous nous dites mais ces imams qui sont-ils, est-ce qu'on peut avoir confiance en eux, chose qu'on n'éprouve pas par exemple quand on est devant un prêtre qui vient d'Afrique. Pour une fois on est d'accord. Un discours très théorique, mais vous ne pouvez pas évacuer les craintes d'une opinion française qui voit que l'islam aujourd'hui pose problème. Quelques réactions ou commentaires. Celle d'isométrie qu'il ne faut pas accepter ces imams sur le sol français, nous dit-il. Sofiane Kadour, à l'inverse, dit l'influence de l'imam, si elle est encadrée par l'État, peut-elle représenter un danger pour la nation? Marianne, en France, l'islam n'a pas le droit d'être politique. Il est très improbable qu'il ouvre sur un esprit politique. Evelyne Gervel, trop de laxisme pendant trop nombreuses années. Et Antimac 2.0, n'a-t-on pas assez d'imams en France? Ou dit Samanès, je suis musulman et la religion doit être du domaine privé. L'islam ne commande pas forcément que la prière soit faite dans une mosquée, on peut très bien la faire chez soi et éviter ainsi de choquer les coutumes du pays hôte. Le ramadan commence donc demain ou après-demain, selon ce que décidera la mosquée de Paris et l'Arabie Saoudite, je crois. Est-ce qu'on en fait autant pour le carême? Est-ce qu'on annonce avec autant de ferveur, autant de communication le début du carême? Non, donc on voit bien. Oui, d'accord, mais enfin, c'est une pratique comme une autre, et donc on voit bien qu'il y a, ne serait-ce qu'en parlant de cette montée, de cette ouverture du ramadan, tous les esprits s'inquiètent, et cela pose quand même le problème de savoir si cette religion a bien pris toute sa place, ou si elle a pris une place politique qui n'a pas lieu d'être dans le débat public. Ce qui est triste, c'est que le ramadan est une période festive en fait pour les musulmans. Ce qui est triste, c'est qu'il faut qu'on soit bien conscient d'une chose, c'est que c'est une période festive. Je n'ai aucun jugement sur le ramadan, mais que le ramadan maintenant s'impose dans le débat public, ça révèle quand même le malaise extraordinaire qui est en train de submerger l'opinion française, me semble-t-il. Yael Gauz, on peut attendre donc Emmanuel Macron qui aura ou pas regardé point de vue. Avant l'été, ça reste. Alors voilà, Emmanuel Macron vous attend avant l'été sur ce plateau. Non, mais effectivement, Benjamin Griveaux a dit, et qui était très gêné d'ailleurs dans l'émission de dimanche. Si on peut, on a le sonore, on va le passer. Parce qu'effectivement, il n'est pas très à l'aise, Benjamin Griveaux, sur cette question. On l'écoute. Le ramadan commence la semaine prochaine et il y a un certain nombre d'imams qui viennent d'Algérie pour, sinon prêcher, du moins lire des textes dans le cadre du ramadan. Je crois une centaine d'imams. Est-ce que ça fait partie de ces bonnes mesures, d'une manière de soustraire à l'influence étrangère? Il faut construire et bâtir un islam
de France, avec, à l'évidence, couper le lien avec des influences étrangères, qu'elles soient de nature spirituelle ou de nature financière, ce qui est souvent le cas. Et c'est un chantier qui a été longtemps repoussé, qui a été tenté, mais qui n'a pas abouti. Et il est très clairement l'objectif du président de la République d'arriver à bâtir un islam qui a sa place dans la République. On a connu Benjamin Griveaux plus à l'aise, me semble-t-il. C'est la fin de cette émission. C'est la fin de Point de vue. Vous avez rendez-vous demain avec Guillaume Roquette. Merci à tous les quatre. À bientôt.